La lumière du couloir tremblait comme une respiration fatiguée, et le vieux parquet gardait encore l'odeur du cirage, mêlée à celle, plus âcre, des fleurs déjà fanées. Il y avait ce silence particulier, celui qui arrive après la dernière visite, quand la porte se referme et que personne ne sait quoi faire de ses mains. Je me souviens d'avoir avancé sans bruit, comme si le moindre pas risquait de réveiller quelque chose, ou quelqu'un. Dans le salon, tout semblait rangé avec une politesse froide. Les coussins alignés, la tasse retournée sur son égouttoir, la fenêtre entr'ouverte sur un air de fin d'après-midi, bleu, presque métallique. Et pourtant, au milieu de cette immobilité, il y avait un point de lumière, un petit éclat obstiné, comme une luciole qui aurait refusé la nuit. Son téléphone. Il était là, posé sur la table basse, exactement à l'endroit où il avait toujours dit qu'il ne le laissait jamais. Un rectangle noir, banal, mais vivant. L'écran s'allumait par intermittence, sans sonnerie, sans vibration visible, juste une lueur pâle qui venait et repartait, comme une paupière qui hésite à se fermer. Je ne savais pas pourquoi mon cœur s'était serré si fort, mais j'ai senti mes doigts devenir froids. Il était mort depuis 3 jours. 3 jours où j'avais répété son nom à voix basse dans ma voiture. 3 jours où j'avais dit « Je suis désolé » à des gens qui me répondaient « Il faut être forte ». 3 jours où j'avais bu trop de café et pas assez d'eau, comme si la déshydratation pouvait rendre la douleur plus simple. Et pourtant, ce téléphone, lui, n'avait pas compris, ou alors il avait compris mieux que nous. Je me suis approché lentement. Le bruit de mon souffle semblait trop fort, indécent. Sur l'écran, 1 heure s'affichait puis disparaissait. J'ai voulu regarder l'heure machinalement, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose de minuscule, presque ridicule. Il était branché. Le câble passait derrière la table, disparaissait sous le tapis, et ressortait près d'une multiprise. Il n'avait jamais fait ça, jamais. Il détestait les fils visibles, il rangeait tout, il disait que ça fait pauvre, et il riait, comme si l'élégance pouvait éloigner la mort. Et pourtant, ce fil-là était tendu, tiré, comme si quelqu'un l'avait branché à la hâte, comme si quelqu'un avait eu besoin qu'il reste allumé. J'ai pensé d'abord à une erreur, à un voisin qui aurait voulu rendre service, à l'infirmière peut-être, à moi surtout. Moi qui étais capable de confondre un souvenir et un détail. Alors j'ai cherché une logique, une explication douce, une raison qui n'ouvre pas de porte, mais ce téléphone, je le connaissais. Et je connaissais sa manie de l'éteindre avec soin, le soir, comme on ferme un volet. Il disait qu'on devait couper le monde pour dormir. Il disait qu'on ne devait rien laisser entrer. Rien. Cette phrase, d'ailleurs, me revenait maintenant avec une précision qui me faisait mal. Je n'ai pas touché l'appareil tout de suite. Je l'ai regardé comme on regarde une photo qu'on n'ose pas retourner. Un téléphone, c'était censé être un outil, un objet sans âme. Mais dans cette pièce, il avait une présence. Il occupait l'air. Il semblait attendre. Puis l'écran s'est rallumé. Une notification. Je n'ai pas lu le texte. Je n'ai pas eu le temps. J'ai juste vu un nom, une initiale, quelque chose de bref, et le réflexe m'a traversé comme une décharge. Quelqu'un écrivait. Maintenant. À lui. Après sa mort. J'ai senti une nausée monter. Lente, sale. Mon premier mouvement a été de reculer, de m'éloigner, comme si cet écran pouvait me brûler. Mon deuxième mouvement a été de sourire, bêtement, comme si je pouvais amadouer la réalité. Ça doit être automatique, me suis-je dit. Un rappel, une application. Je me suis accroché à cette idée comme on s'accroche à une rampe dans un escalier trop sombre. Et pourtant, je ne pouvais pas ignorer ce détail. Il n'avait jamais donné son numéro à beaucoup de gens. Il était avare lui-même avare de son accès, comme s'il avait peur qu'on lise en lui. Quand mon téléphone sonnait, il disait toujours « Moi, je ne veux pas que les gens me trouvent ». Et à présent, on le trouvait. Je me suis enfin penché et mes doigts ont effleuré le bord du téléphone. Le verre était tiède, légèrement, comme une peau après un long effort. Cela m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas un objet froid. Ce n'était pas un souvenir. C'était un lien actif, un fil tendu entre ici et ailleurs. J'ai pensé au tiroir de son bureau, aux clés qu'on n'avait pas encore triées, aux papiers qu'on n'avait pas ouverts, et j'ai compris, sans pouvoir me l'avouer complètement, que ce téléphone n'était pas resté allumé par oubli. Il était resté allumé pour quelque chose. Je l'ai retourné doucement, comme si je craignais de déranger une scène de crime. Sous l'appareil, il y avait une marque plus claire sur le bois, un petit cercle, comme si un objet rond y avait reposé longtemps. Une trace, ancienne, incongrue. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai senti mon ventre se contracter, parce que ce cercle me disait que ce téléphone, lui,
n'était pas là d'habitude, qu'on l'avait posé ici récemment, à dessein. Et à cet instant précis, l'écran s'est allumé une nouvelle fois. Cette fois, il a vibré, une vibration courte, discrète, presque pudique, comme un doigt qui frappe à une porte fermée. Je suis resté immobile, la main suspendue au-dessus du téléphone, incapable de décider si j'allais regarder, si j'allais fuir, si j'allais enfin admettre ce que mon corps savait déjà. Cet objet savait quelque chose, et il venait de me le faire sentir. Je suis resté longtemps debout, le téléphone à quelques centimètres de ma main, comme si l'air entre nous était devenu plus dense. Puis j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose menace de fissurer mon équilibre. J'ai cherché une explication raisonnable, une explication qui ne demande pas de courage. Je me suis assise, lentement. J'ai posé mes mains sur mes genoux pour qu'elles cessent de trembler. J'ai respiré profondément, en comptant, comme on me l'avait appris autrefois. Inspirer, retenir, expirer. Je me suis dit que la technologie faisait parfois des choses absurdes, des messages programmés, des applications oubliées, des erreurs de réseau. Après tout, un téléphone ne pense pas, il exécute. J'ai enfin pris l'appareil. Le poids m'a surprise, pas physiquement, symboliquement. Il semblait plus lourd que dans mes souvenirs, comme s'il avait accumulé quelque chose en mon absence. J'ai regardé l'écran verrouillé, l'heure, la date. Tout était normal, trop normal. Aucune notification visible à présent, pas de message ouvert, rien qui prouve que je n'avais pas imaginé la vibration. Cette disparition soudaine m'a presque rassuré. Presque. J'ai souri, encore une fois, ce sourire inutile qu'on adresse au vide. « Tu vois » me suis-je murmuré, « tu te fais peur toute seule. » J'ai voulu éteindre le téléphone. Le geste était simple. Appuyer longtemps, confirmer, couper, comme il aimait tant le faire. Mais mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton. Parce qu'un détail m'a arrêté. Minuscule, presque ridicule. Le mode silencieux était désactivé. Il ne supportait pas les sons. Jamais. Pas les sonneries, pas les notifications, pas même le tic-tic des montres. Il disait que le bruit faisait entrer les autres dans sa tête sans permission. Pourtant, là, le téléphone était prêt à parler. Attache, dérangé, à signaler quelque chose. J'ai déverrouillé l'écran. Je n'aurais pas dû, je le savais, mais je l'ai fait quand même, comme on entr'ouvre une porte en se disant qu'on ne regardera pas vraiment. La page d'accueil est apparue. Ces applications, alignées, familières, rien d'étrange. Pas de message en attente, pas d'appel manqué, rien. Et c'est précisément ce rien qui m'a mise mal à l'aise. Parce que si la vibration n'avait été qu'un bug, pourquoi mon corps avait-il réagi ainsi? Pourquoi? Cette sensation de gêne, presque de honte, comme si j'avais surpris une conversation privée. J'ai parcouru les réglages, les notifications, les sons. Tout semblait cohérent, trop cohérent. Puis j'ai ouvert la liste des appels récents. Son dernier appel datait de la veille de sa mort, à moi. Je l'ai regardé longtemps, ce détail que je connaissais déjà. J'ai revu son nom s'afficher sur mon propre écran ce jour-là et mon soupir agacé. Je n'avais pas répondu tout de suite. J'étais occupé. J'avais pensé, je rappellerai plus tard. Je n'ai jamais rappelé. Un goût amer est monté dans ma bouche et j'ai refermé l'historique comme on referme un souvenir trop vif. J'ai alors remarqué autre chose, une incohérence, une toute petite ligne qui ne collait pas avec le reste. Le téléphone affichait une activité récente, une utilisation après l'heure officielle de son décès. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai vérifié l'heure, la date, plusieurs fois. J'ai changé d'écran, puis je suis revenu. Non, ce n'était pas une erreur. Quelque chose avait été ouvert, brièvement, puis refermé. Je me suis dit que cela pouvait venir des secours, de l'hôpital, d'un geste maladroit. J'ai répété ces mots dans ma tête, comme un mantra. Les secours, l'hôpital, un geste maladroit. Mais plus je les répétais, moins il sonnait juste, parce que ce téléphone n'avait pas été dans une poche étrangère. Il était ici, dans son salon, branché. Je me suis levé et j'ai fait quelques pas. Le téléphone, toujours dans la main. La pièce me paraissait soudain trop étroite. Les murs semblaient écouter. J'ai pensé aux choses qu'il gardait pour lui, à ses silences, à cette façon qu'il avait de changer de sujet quand une question devenait trop précise. Je me suis demandé si je le connaissais vraiment. La vibration est revenue. Cette fois, elle a duré un peu plus longtemps, assez pour que je la sente clairement contre ma paume. Mon cœur s'est mis à battre trop vite. L'écran s'est allumé et j'ai vu une notification s'afficher avant même que je puisse détourner les yeux. Un message entrant. Je n'ai pas lu le contenu. Pas encore. J'ai seulement vu l'heure et le nom de l'application.
Ce n'était pas un appel, ce n'était pas une erreur système. Quelqu'un écrivait, encore. Et cette fois, je ne pouvais plus prétendre que cela n'avait rien à voir avec moi. Je suis resté immobile, le téléphone serré dans ma main, incapable de décider si je devais regarder ou poser l'appareil, comme s'il brûlait. Le NATU. Message était là, présent, indiscutable. Ce n'était plus une vibration ambiguë, ni une ligne étrange dans des réglages techniques. Quelqu'un avait écrit. Après, je me suis assise de nouveau, plus lentement cette fois, comme si mes jambes ne m'obéissaient plus tout à fait. La lumière de l'écran éclairait mes doigts, soulignait les petites fissures de ma peau. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait dit de ne jamais lire quelque chose avant d'être prête. Il le disait souvent en plaisantant. Mais son regard, lui, restait sérieux. J'ai ouvert le message, il n'y avait qu'une phrase, courte, sans ponctuation inutile, une phrase qui ne disait presque rien et qui pourtant m'a coupé le souffle. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas compris tout de suite. Mon esprit a refusé de suivre. Réussi quoi? Réussi à quoi? Les mots semblaient flotter, détachés de toute logique. J'ai relu la phrase, encore et encore, comme si elle allait changer, se préciser, devenir plus claire, mais elle restait identique, froide, posée. J'ai senti une chaleur étrange monter dans ma poitrine. Pas une explosion, plutôt une fissure lente, silencieuse. Je me suis souvenu de ces dernières semaines, de cette fatigue qu'il dissimulait derrière des gestes mécaniques, de ces silences prolongés, plus lourds que d'habitude. Je les avais attribués au stress, au travail, à la vie. Comme toujours, j'ai pensé à ce carnet qu'il emportait parfois avec lui, celui qu'il ne laissait jamais traîner. J'ai pensé à ces nuits trop courtes, à ces moments où je le trouvais assis dans le noir, le téléphone éteint, les yeux perdus. Je lui demandais ce qui n'allait pas. Il répondait toujours la même chose. Rien, juste un truc à régler. Un truc. J'ai fait défiler l'écran, il n'y avait pas d'autres messages récents. Celui-ci semblait seul, comme s'il avait été soigneusement isolé. J'ai cliqué sur le profil. Le nom n'était pas celui d'un contact enregistré, juste une suite de lettres et de chiffres, un compte que je n'avais jamais vu, un compte qu'il n'avait jamais mentionné. Mon cœur battait trop fort maintenant. J'ai reposé le téléphone sur la table, comme pour prendre de la distance. Mais mes yeux restaient fixés sur l'écran, attirés malgré moi. J'ai ressenti quelque chose de nouveau, plus douloureux encore que la peur, une culpabilité sourde, poisseuse. Et si ce message n'était pas destiné à être lu si tôt? Et si j'avais déclenché quelque chose sans le vouloir, simplement en allumant ce téléphone? Je me suis rappelé toutes les fois où j'avais ignoré ces tentatives de parler, pas par méchanceté, par fatigue, par habitude. Je me suis levé et j'ai fait quelques pas jusqu'à la fenêtre. Dehors, la rue continuait à vivre, indifférente. Des passants, des phares, des voix lointaines. Le monde n'avait pas ralenti, pas même un instant. J'ai posé mon front contre la vitre froide, cherchant une sensation plus forte que ce qui se passait à l'intérieur de moi. Si tu lis ceci, cette condition me hantait. Elle impliquait une attente, une préparation, comme s'il avait prévu ce moment, comme s'il avait envisagé que je tiendrais un jour ce téléphone, hésitante, seule, prête à découvrir quelque chose qu'il n'avait pas réussi à effacer. Je suis revenu vers la table. J'ai repris l'appareil. Cette fois, mes mains ne tremblaient plus. J'ai ouvert les paramètres de l'application, les conversations archivées, les dossiers cachés. Chaque geste me donnait l'impression de franchir une limite invisible, de trahir quelque chose ou quelqu'un. Et puis je l'ai vu, un brouillon enregistré, non envoyé, une phrase incomplète, datée de quelques heures avant sa mort. Les mots s'arrêtaient au milieu, comme si quelque chose l'avait interrompu. Je voulais te dire que si un jour tu comprends, je n'ai pas lu la suite, pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'elle n'était pas là. La phrase s'interrompait brusquement, laissant un vide plus éloquent que n'importe quelle confession. J'ai senti mes yeux me brûler, mais aucune larme n'est venue. Juste cette pression sourde, insupportable. Je me suis demandé ce que j'étais censé comprendre, et surtout, pourquoi il n'avait jamais trouvé le courage de me le dire de son vivant. Le téléphone vibrait encore faiblement dans ma main, comme un cœur qui refusait de s'arrêter, et pour la première fois depuis sa mort, j'ai eu peur, non pas de ce que j'allais découvrir, mais de ce que je savais déjà, sans avoir jamais osé le formuler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le téléphone était resté sur la table, face contre le bois, comme un objet interdit. Je savais qu'il était là. Je savais aussi que je ne pourrais plus faire semblant de l'ignorer. À chaque fois que je fermais les yeux, la phrase inachevée revenait toujours au même endroit, comme une porte laissée entr'ouverte que je n'osais pas pousser. Au petit matin,
La lumière grise a envahi la pièce sans douceur. J'ai préparé du café, que je n'ai pas bu. Tout semblait décalé, légèrement faux, comme si le monde avait glissé de quelques millimètres pendant la nuit. J'ai pris le téléphone. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai commencé par regarder les dates, les heures, les habitudes, les appels manqués, rares, presque inexistants. Il avait été prudent, trop prudent. J'ai reconnu ce silence organisé, cette manière de disparaître sans alerter personne. Il faisait déjà ça de son vivant parfois, se rendre invisible quand quelque chose devenait trop lourd. J'ai ouvert les notes enregistrées sur l'appareil. La plupart étaient banales, des listes, des rappels, des mots sans importance. Puis, plus bas, enfouis sous des mois de trivialité, j'ai trouvé celles qui n'avaient pas de titre, juste des paragraphes courts, écrits à des heures improbables. 2 heures, 4 heures, toujours la nuit. Il ne parlait pas directement de moi. Il parlait de lui, de ce qu'il n'arrivait plus à dire, de ce qu'il craignait de transmettre. Chaque phrase semblait pesée, retenue, comme si écrire était déjà un effort immense. J'ai compris qu'il avait utilisé ce téléphone comme un refuge, un endroit où déposer ce qu'il ne voulait pas montrer. À mesure que je lisais, quelque chose se fissurait en moi. Pas une révélation brutale, plutôt une accumulation de détails qui, mis ensemble, dessinaient une vérité que je n'avais jamais voulu voir. Il ne s'était pas éloigné par indifférence. Il s'était replié par peur, peur de contaminer, peur d'abîmer. J'ai pensé à toutes ces fois où je lui avais demandé de parler et où il avait souri pour me rassurer. Ce sourire maintenant prenait un autre sens. Ce n'était pas un refus, c'était une protection. Pour lui, pour moi. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Puis je suis tombé sur un enregistrement audio. Il durait moins d'1 minute. Je suis resté longtemps sans appuyer sur lecture. J'avais compris que certaines choses, une fois entendues, ne pouvaient plus être remises à leur place. J'ai regardé autour de moi, comme si quelqu'un pouvait m'arrêter. Personne. Sa voix était basse, plus fatiguée que dans mes souvenirs. Il parlait lentement, comme s'il manquait d'air. Il disait qu'il avait essayé, qu'il avait vraiment essayé, pas seulement de rester, mais de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus léger, quelqu'un de moins dangereux pour ceux qu'il aimait. Il ne nommait rien clairement, pas de diagnostic, pas d'événement précis, juste cette sensation constante d'être une menace silencieuse. À la fin de l'enregistrement, il s'est interrompu, un bruit de respiration, puis plus rien. J'ai arrêté la lecture avant la fin officielle du fichier. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Tout était déjà là. La vérité possible, celle que je redoutais depuis le début, prenait forme. Ce n'était pas une faute unique, ni un secret spectaculaire. C'était une accumulation de silence, de décisions prises seules, convaincu que c'était la meilleure option. Je me suis rendu compte que je me tenais à un point précis. Continuer à fouiller, à comprendre chaque détail, au risque de briser définitivement l'image que j'avais de lui, ou refermer ce téléphone, préserver ce qui restait intact, et accepter de ne jamais tout savoir. Mais quelque chose avait déjà basculé. En allumant ce téléphone, en écoutant sa voix après sa mort, j'avais franchi une ligne invisible. Il n'y avait plus de retour possible. La vérité, même incomplète, avait commencé à exister entre mes mains, et à cet instant précis, j'ai compris que quelle que soit la suite, je ne pourrais plus dire que je ne savais pas. Je n'ai pas rallumé le téléphone tout de suite. Je l'ai laissé là, immobile, comme s'il avait besoin de repos après m'avoir tout donné d'un coup. La pièce était silencieuse, mais ce n'était plus le même silence qu'avant. Il avait changé de texture, plus dense, plus habité. Les jours suivants, je l'ai gardé avec moi sans vraiment l'utiliser, dans mon sac, sur la table de nuit, parfois dans la poche de mon manteau comme un talisman trop lourd. Je ne cherchais plus de nouvelles informations. Ce que j'avais découvert suffisait. Le reste aurait été de la curiosité, pas de la compréhension. Je repensais souvent à sa voix, pas à ce qu'il disait exactement, mais à la manière dont il parlait. Cette fatigue discrète, cette retenue permanente. Je réalisais que j'avais toujours entendu cette voix sans vraiment l'écouter, comme on écoute un bruit familier jusqu'au jour où il s'arrête. Un après-midi, j'ai enfin osé éteindre l'appareil, pas par rejet, par respect. L'écran est devenu noir et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de panique, juste une tristesse calme, presque douce, celle qui arrive quand on cesse de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Je me suis rendu compte que le téléphone n'était pas là pour m'apprendre quelque chose de nouveau sur lui. Il était là pour modifier ce que je croyais savoir, pour déplacer le souvenir, le rendre plus humain, plus fragile, moins héroïque peut-être, mais plus vrai. Avant, je pensais qu'il était parti en me laissant derrière lui.
Maintenant, je comprenais qu'il était resté aussi longtemps qu'il l'avait pu, enfermé dans une bataille invisible. Ce n'était pas une excuse, ce n'était pas une absolution, c'était simplement une autre façon de raconter la même histoire. J'ai commencé à parler de lui différemment, sans détails, sans explications longues, juste avec plus de nuances, moins de certitude. Quand quelqu'un me demandait comment il était vraiment, je prenais le temps de répondre. Et parfois, je disais que je ne savais pas tout, que je ne saurais jamais tout, et que c'était peut-être normal. Le téléphone, lui, est resté dans un tiroir, pas caché, pas oublié, présent autrement. Je savais exactement où il se trouvait, et je savais aussi que je n'avais plus besoin de l'ouvrir pour sentir ce qu'il contenait. Il m'avait laissé quelque chose, oui, pas un message clair, pas une vérité définitive, mais une invitation silencieuse à revoir ma mémoire, à accepter que l'amour ne se mesure pas toujours à ce qui est dit, mais parfois à ce qui est retenu. Aujourd'hui encore, il m'arrive de me demander ce qui se serait passé s'il avait parlé plus tôt, s'il avait partagé ce poids au lieu de le porter seul. Mais ces questions n'ont plus la même violence. Elles flottent, sans m'écraser. Ce qui reste, finalement, ce n'est pas le téléphone, ni les mots enregistrés. C'est cette conscience nouvelle que les objets peuvent garder ce que les gens n'ont jamais su transmettre, et que parfois ils le font trop tard. Je referme doucement le tiroir. Le geste est lent, délibéré. Rien ne tremble, rien ne se brise. Et vous, que feriez-vous si un objet vous disait la vérité que personne n'a osé vous dire ?